Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Amin Ayoub qui va prochainement défendre sa ceinture au Brave. Soit. Bonjour Amin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut à toi Guillaume, avec plaisir. Alors je vais commencer déjà, première question, on va rentrer dans le dur, là c'est une interview, j'aurais préféré faire ça en présentiel parce qu'on va s'intéresser à toute ta carrière depuis tes débuts, donc aujourd'hui t'es à 16-4, t'as la ceinture du Brave, on commence à parler de toi à l'UFC, Morgan c'était en début d'année, il nous dit attention, va falloir compter vraiment sur lui pour les prochaines années, Morgan Charrière. Pourtant, t'as débuté par deux défaites par décision, et à ce moment-là, est-ce que toi, justement, t'as eu une petite période de doute, mine de rien, ou est-ce que tu pensais pas du tout à te dire, je vais être professionnel? Bah écoute, pour être honnête, j'ai jamais vraiment douté en fait. Enfin, ce sport-là, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire en tout cas. Maintenant, c'est vrai, on a commencé par deux défaites d'affilée. C'était des choix qui étaient assez compliqués et difficiles à faire à l'époque. C'était en 2014. Je venais juste d'avoir 19 ans. Tu sais, c'était l'époque où on allait combattre en Belgique. Moi, de chez moi à Nantes, j'ai 7h30 de voiture. Donc, tu prends ta voiture, tu es en pleine perte de poids. La pesée, tu l'as fait à 15h, tu vas combattre à 19h, tu vois. Donc, des grosses erreurs de parcours et de carrière, tu vois. On prend des fights en dernière minute. Donc, enfin bref, j'enchaîne sur deux défaites d'affilée. Et ensuite, la machine se met un peu en route. On apprend comment faire un vrai cutting. Les pesées sont la veille, donc c'est beaucoup mieux pour récupérer. Et ce qui s'ensuit, quoi. Et comment, toi, au cours de ta carrière, le moment où t'as ce déclic-là, parce que récemment, en story, t'avais fait une séance de questions-réponses, et t'expliquais que t'avais ton travail, tu faisais une petite pause, ensuite t'allais à l'entraînement, tu mangeais rapidement, tu repartais au boulot, ensuite tu faisais un deuxième entraînement le soir. C'est ça, bah écoute, ça c'est la période de 2014 à 2017, donc entre mes 18 et 21 ans. C'était l'époque vraiment où je me suis dit, ok, bon là j'ai pas le choix, faut travailler pour gagner de l'argent. Le sport ne me rapporte pas assez d'argent pour pouvoir en vivre. Maintenant, on va mettre les bouchées doubles et on va s'entraîner plus dur que jamais, quoi. Donc à cette période-là, j'étais très 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 motivé mentalement. Je faisais tout ce qu'il fallait pour pouvoir être au top. Et à la suite de ces 3 ans de travail à la mairie de Nantes, je fais le choix de quitter mon travail et de refuser leur offre de CDI pour pouvoir m'investir pleinement dans ce sport. Et quand tu fais ça à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui t'es, on va dire, t'es posé, on va dire, t'es marié, t'as des enfants, t'as un enfant, enfin des enfants en tout Deux cas, enfants, deux deux filles, enfants, ouais. voilà, t'as deux Ouais. filles. À ce moment-là, est-ce que c'est quand même, t'as une petite peur quand même où tu te dis c'est un pari à faire? Je me dis, c'est un pari à faire. Après, la peur, je sais pas si on peut appeler ça une peur, mais peut-être plutôt une appréhension, en fait, de dire, OK, là, je me lance dans le bain. Euh, Maintenant, voilà, à l'époque, j'avais eu la chance de pouvoir profiter, on va dire, j'ai travaillé 3 ans, donc forcément, j'ai eu le droit à environ un an de chômage pour pouvoir trouver ma voie et pouvoir me lancer à fond dans ce sport en espérant que ça fonctionne. Donc voilà, à cette époque-là, je prends les combats, j'enchaîne les victoires et je me dis que je suis sur la bonne voie. Même à l'heure d'aujourd'hui, tu me poses la question, j'ai aucun regret d'avoir quitté mon travail pour m'investir pleinement dans ce sport. Mais avec le recul, est-ce que tu te dis pas j'aurais dû quitter mon travail plus tôt? Ah, ça c'est ça c'est une bonne question. Ça, je sais pas, parce que honnêtement, le travail, ça m'a offert une certaine stabilité de vie, en fait, j'ai envie de dire, tu vois, surtout de 18 à 21 ans. C'est là où tu crées un peu, voilà, t'apprends ce que c'est un compte bancaire, à comment gérer ton argent. C'est la même époque où j'avais pris mon appartement, tu vois, donc on va dire tout ça, il joue. Je pense que c'est un gros bonus d'avoir pu travailler 3 ans dans ma vie. Et il y a pas mal de gens, quand ils parlent de toi aujourd'hui, de tes accomplissements, on me dit assez souvent sur Instagram, Amin Ayoub là, il est au Brave, il est très très bien et il vit aussi bien. Aujourd'hui, est-ce que toi tu peux confirmer qu'on n'a pas besoin d'être à l'UFC pour justement vivre correctement en étant combattant de MMA professionnel? Bah écoute, ouais, surtout que le Brave me respecte assez bien, autant que je les respecte, tu vois, donc je vais forcément parler d'eux en bien. La paye y est assez correcte si ton manager fait le taf derrière pour négocier les primes. Et puis maintenant, voilà, on est en 2021,
c'est plus que l'UFC en fait, tu vois. Je t'ai entendu dire dans une vidéo que maintenant à l'UFC on a la chance d'avoir 10+10. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a le PFL qui paye très bien. Enfin, je ne veux pas toutes les citer, mais il y a vraiment des organisations qui commencent à respecter les combattants. Et je pense que ça, c'est grâce, on va dire, à Conor McGregor. Tu vois, je suis pas un pro Conor ou quoi que ce soit, mais il faut savoir avoir de la gratitude dans la vie. Et je pense qu'il a fait énormément pour notre sport, dont justement la chance de pouvoir se faire respecter par les organisations. Et ce que je trouve, ouais, moi ce que je trouvais justement bien avec l'UFC, c'est que comme tu l'as dit, Théo Brave, il faut avoir un bon manager. À l'UFC, même si Ouais, t'as un manager qui est pas top, tu sais que t'as le 10+10 quand même. ouais, c'est ça. Après, 10+10, on va parler franchement. 10+10, ok, t'as 20 000 $ sur ce change des 20 000 $, il te reste 17 000 €. Sur ces 17 000 €, t'enlèves le manager et les coachs. D'accord? Tu fais un combat par an à l'UFC, généralement, c'est dur d'en faire plus, tu vois, sauf si t'es dans un sacré roster, qu'ils ont besoin de combattants, etc., etc. Mais tu vas faire quoi avec, allez, il te reste 14 000 €. Tu Ah vas non, faire mais quoi sur un an? pour tes débuts. Moi, Ouais, tu je vois, sais, non, genre, je me je mets sais que dans tu ta parles des peau. débuts, mais Tu vois, t'es là, ouais, t'arrives ouais. à l'UFC, parce que je pense qu'on va y venir bien évidemment, mais je pense que c'est un rêve, sinon un objectif pour toi d'aller à l'UFC. C'est mieux de te dire, je vais dans un truc où j'ai la reconnaissance sportive et je vais faire des sous aussi au début, parce qu'après, bon, tu vas bien Ouais. évidemment monter, plutôt que d'arriver qu'il soit, bon, allez, c'est le petit français, on va lui filer 2000 balles, il va être content. Ouais, forcément. Comme tu dis, ça reste correct, tu vois. Mais en soi, c'est pas une finalité, tu vois. Surtout que, comme on a dit, Complètement. il y a des organisations qui payent super bien dorénavant, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un choix de carrière à faire aussi. Et pour toi, ça change ça justement, le fait qu'aujourd'hui il y a des organisations qui payent très bien, comme tu disais, il y a le PFL, il y a même d'autres, le ONE FC aussi, avec ton statut aujourd'hui de champion, tu pourrais prétendre à des gros salaires là, de te dire, ok, il y a l'UFC, ça fait rêver, c'est ces fameuses trois lettres, il y a la plupart des gens, pour eux, c'est le MMA égale UFC, mais t'as quelque part aussi d'autres organisations qui vont pas t'apporter cette renommée-là, mais vont t'apporter une grande stabilité. Tu vois, le point super important que tu viens de souligner, c'est ça, en fait. C'est l'image que tu souhaites retranscrire derrière, en fait. Moi, personnellement, j'arrive à un âge, j'ai 25 ans, je me dis, OK, il me reste 3 combats avec le Brave. Donc là, je vais faire celui-là ce week-end, il m'en restera 2 après. Concrètement, c'est quoi la suite après? Est-ce que tu vas dans une organisation pour l'argent qui paye mieux que l'UFC, mais l'image y est moins belle, on va dire? Ou est-ce que tu prends le risque d'aller à l'UFC, justement, qui t'apprend un peu moins d'argent que ce que tu aurais pu prendre ailleurs, mais tu vas te confronter au meilleur, ton image, elle va faire que grossir. Médiatiquement, tu vas être au devant de la scène. C'est un choix de carrière à faire, tu vois. Je pense que c'est des questions qui sont super importantes à soulever et je pense que chacun a son idée propre par rapport à ça, quoi. Mais quel est le choix de carrière d'Amin Ayoub? C'est ça la vraie question. Écoute, moi, je vais te dire concrètement, de toi à moi, notre but, c'est de partir à l'UFC après ce contrat, tu vois. Voilà, on va pas se cacher, l'UFC, ça reste le Graal. Je pense avoir fait le tour de pas mal d'organisations, tu vois. Moi, je vais avoir 26 ans au mois de novembre. Je me dis que courant 2022, j'ai fini mon contrat avec le Brave. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que Guillaume Pelletier, il me rentre à l'UFC et on enchaîne sur le fameux contrat de 3 ou 4 combats, il me semble. Voilà, soit le Brave propose d'allonger énormément de cash money et on voit comment ça se passe, quoi, tu vois. Mais voilà, en tout cas, le choix légitime serait de partir à l'UFC, forcément. Et là, tu te sens prêt pour aller à l'UFC ou c'est plus, tu te dis, c'est l'étape logique après le Brave? Alors, je me dis c'est l'étape logique après le break déjà, et ensuite je me dis que arriver à l'UFC, ça y est, il n'y a plus le choix en fait. C'est un autre monde. Les préparations, tu les fais en dehors de ton confort de vie, on va dire. Moi personnellement, j'habite à Nantes, je me vois pas vraiment faire mes préparations à Nantes pour un combat à l'UFC, tu vois. Tu vois, Ok. c'est pas que je dénigre le Brave ou quoi que ce soit, tu vois, le niveau est énorme au Brave, tu vois. Mais je me dis qu'une fois arrivé à l'UFC, ça y est, tu touches 10+10, investis minimum 30-40% de ta prime pour aller à l'étranger faire un gros camp de préparation.
Et quand tu dis ça, t'as déjà en tête l'endroit où tu ferais ta préparation, j'imagine. Bah oui, forcément, forcément. J'ai été au Tiger Muay Thai pendant 3 fois, j'ai été, donc en Thaïlande. Super camp de préparation, franchement, c'est l'équipe, il est top, sur ça, il y a aucun problème. Mais j'aimerais bien viser les States aussi, tu vois. Je vois qu'il y a énormément de clubs, l'American Top Team notamment. Euh, et voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui font rêver et que je me dis, voilà, c'est par là-bas qu'il faut passer à un moment, quoi. Mais qu'est-ce qui attire autant les combattants par rapport aux États-Unis? Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, bon, t'es champion du Brave, t'es sur une impressionnante série de victoires, t'as pas besoin d'aller à l'étranger, surtout qu'on voit, que ce soit à la BTT ou même dans d'autres gyms, il y a énormément de Français, on voit Aldric Cassata aussi avec Manon Fiorot dans le sud de la France qui a un certain succès. Tu pourrais te dire, je peux rester en France, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher toi aux États-Unis? Écoute, je pense que c'est comme une personne dans... Tu prends le JJB, par exemple, le Jiu-Jitsu brésilien, cette personne-là va vouloir aller aux sources, en fait. Elle va vouloir aller s'entraîner au Brésil. Pourquoi? Alors que pourtant, dans le monde entier, il y a des clubs qui sont incroyables au niveau du JJB. Mais on veut aller aux sources, on veut voir vraiment d'où ça vient, tu vois. Et pour moi, le MMA, il n'y a pas de secret. Ça vient des States. La lutte y est très, très prononcé. Enfin, il y a vraiment, je pense, quelque chose qui fait que ils ont quand même un petit train d'avance sur nous, en fait. Ça, Hmm. on peut pas le nier, quoi. Complètement. Et donc là, donc pour la suite, toi, ce serait ça normalement. En lightweight, dans une catégorie qui est absolument surchargée. Est-ce que tu suis un peu les actualités pour cette catégorie? Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est une catégorie que j'affectionne. Forcément, c'est celle dans laquelle je concours. Donc, ouais, je suis quand même pas mal les actualités. Et le top 5 surtout, il est incroyable. Et pour arriver jusqu'au top 5 par rapport aux autres catégories, c'est là aussi hyper compliqué. Toi, tu te dis, parce que c'est ça que je trouve intéressant avec ta carrière, c'est que ça a évolué. On va dire, aujourd'hui, t'es plus, on va dire, posé, plus méticuleux. On a vraiment le sentiment que ça y est, tu vois, le côté, euh, enfin, aujourd'hui, le fait d'arriver, de gagner prime sur aussi, enfin, c'est important de mettre des KO, bien évidemment, mais, tu Ouais. vois, t'as ce côté, c'est plus méthodique, on va dire. Là, quand tu seras à l'UFC, est-ce que tu te dis que tu vas aussi passer un nouveau cap, on va dire mentalement, ou dans ton approche du combat, où justement la victoire passe quasiment avant tout, et à partir de ce moment-là, va peut-être falloir mettre le show de côté. Non, non, par contre, je suis vraiment pas ce genre de personne, moi. Tu vois, bien sûr, la victoire reste le but, quoi. Mais je sais pas, en fait, c'est en moi. Je reste une personne qui aime faire le show. Mon style de combat, tu vois, c'est prendre des risques pour créer des ouvertures, tu vois. Je sais pas, je suis comme ça, en vrai. Tu vois, le combat, je vais rien lâcher pendant 5 fois 5 minutes en cas de championnat ou 3 fois 5 minutes dans un combat normal. Mais non, c'est mon style, je suis comme ça en fait. Je me vois pas gérer un combat en rentrant à l'UFC sur 3 rounds en me disant ok, je l'amène au sol et je fais rien, tu vois. Oh, c'est horrible. Franchement, c'est pas ce que j'aime faire. C'est pas mon état d'esprit. Je suis là pour faire la guerre et dans cette guerre, je vais la mener et je vais la gagner, tu vois. Je pars pas dans une autre optique, quoi. Et au cours des 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé donc pour toi? Pour qu'il y ait ce changement un petit peu de, on va dire, Aminaouk, je vais pas dire combattant parmi tant d'autres, mais tu vois, t'étais là, t'étais présent, t'étais actif, à aujourd'hui, on peut le dire, hein, meilleur lightweight de France. Bah écoute, je pense que c'est une remise en question déjà, suite à ma défaite subie en 2018 contre l'anglais Tim Wilde. Une grosse remise en question, je m'étais très mal préparé, on avait accepté le combat 3 semaines avant. C'était un gros test en fait, tu vois, et honnêtement, pendant ce combat que j'ai perdu la décision, je me suis fait, on va dire, malmener en fait, tu vois, et je suis quelqu'un qui est très, très, dans l'autocritique un peu, tu vois. Ça veut dire que je me dis, ok, maintenant il y a ça à revoir, ça à revoir, ça à revoir. Et depuis ces 3 dernières années, je me suis entouré des meilleurs sur ma région, donc préparateur physique, nutritionniste, coach d'anglaise, coach de lutte, coach de pied-point. Et en fait, quand tu te crées une équipe comme ça, bah, tu ne peux que aller de l'avant et performer encore plus, tu vois. Et après, si on prend la partie sur les réseaux, pareil, je me suis approché de certaines personnes qui gèrent assez bien les réseaux et voilà, essayer de se créer déjà une petite communauté et aussi un engouement autour de chaque combat, en fait, tu vois, pour vraiment créer une histoire. Et c'est une histoire qu'on écrit depuis maintenant plusieurs années, quoi. Et concrètement, cette remise en question, c'est quoi? C'est de dire plus jamais de short notice, plus de, enfin, il y a eu des choses concrètes? Ah oui, plus jamais de combat mal préparé, plus jamais de short notice contre des killers comme ça qui sont là chez eux en Angleterre.
Enfin bref, tu vois les grosses erreurs comme ça. Et voilà, enfin 100% focus, tu vois, c'est 100% focus, c'est 100% focus. Il y a pas de, enfin c'est le sport, c'est l'MMA, c'est ma chose première dans ma vie, donc voilà, c'est ouais, une grosse remise en question. Et il y a des personnes qui t'accompagnent en particulier là justement dans ton aventure au quotidien parce que donc t'es à Nantes, tu t'entraînes à Nantes pour te professionnaliser, pour te préparer à cette étape supérieure. Bah écoute, ma femme et mes enfants au quotidien déjà, je pense que c'est la première source de motivation, tu vois. Enfin, bref, je pense que c'est logique. Et ensuite, mon entraîneur, Kaji Mourad Ismailov, le frère du grand champion Shamil Ismailov, tu vois, c'est mon head coach. Il me suit au quotidien, il m'envoie les plannings, enfin, et voilà, il est 100% derrière moi. Et ensuite, toute une grosse équipe derrière, donc mon préparateur physique, Bim Suivi, mon coach de pied-point, enfin, une grosse équipe vraiment qui est derrière. Et au quotidien, il m'apporte énormément pour pouvoir performer toute l'année. Et t'as ajouté des gens à ce staff-là au fil des années. Est-ce que ça évolue? Est-ce que, Ouais. par exemple, là, parce que t'as dit, t'es passé full-time combattant professionnel. Ensuite, il y a eu cette grosse remise en question. Est-ce que là, chaque année, tous les mois, t'ajoutes des nouvelles personnes? Alors, je dirais pas tous les mois, mais à chaque préparation, par contre, de combat, voilà, je vois ce qui va mieux, ce qui va pas, ce qu'on peut faire de mieux. Ça, c'est vrai qu'à chaque préparation, je le modifie en tout cas. Et aujourd'hui, t'es donc au Brave, tu vas défendre ta ceinture dans quelques jours. Est-ce qu'il y a un point en particulier où tu te dis ça, ça va être mon prochain gros chantier au cours de, par exemple, l'année 2022? Bah écoute, je vais le dire avec certitude, cette ceinture-là, je vais la défendre, je vais la gagner. Je vais être le premier combattant lightweight du Brave à défendre cette ceinture pour la première fois. Ensuite, sur Instagram, je vois les gens, ils me cherchent tout le temps, en fait, tu vois, et ils sont toujours là à me titiller. Je suis une grosse cible, en fait, pour cette catégorie. Donc, beaucoup de gens qui cherchent à me combattre. Donc, voilà. Avec mon manager, on va voir la suite logique. Il me reste 2 combats à faire après celui-là. On va voir comment ça se passe, mais 2022 s'annonce assez chargé. J'espère pour fin 2021 refaire un autre combat déjà et finir mon contrat sur début 2022. Et là, ça sera bien. Et tu trouves aujourd'hui que ton statut de champion du Brave est reconnu à sa juste valeur ou pas? Comment ça? C'est quoi? Comment ça? Dans le sens où toi, par exemple, t'es champion de cette organisation-là, est-ce que tu penses que t'as la Ouais. reconnaissance que tu mérites par rapport à cet accomplissement? Ah, ok. Bah écoute, au niveau régional, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu vois, je suis tout le temps dans les journaux ici de ma ville, Ouest France, Presse Océan, sur des plateaux télé du style Télé Nantes. Maintenant, voilà, heureusement qu'il y a des gros médias comme vous, La Sueur, enfin, on va pas tous les citer, mais en tout cas, il y en a d'autres qui donnent quand même la lumière sur mon profil. Mais sinon, c'est vrai que pour être champion du Brave, il manque quand même un peu je veux pas dire notoriété, c'est pas ça forcément que je recherche, mais un peu de lumière en fait sur les peu de combattants français qui performent à l'étranger en fait. Voilà, on va pas tous les citer, mais Morgan Charrière, Saladin Parnasse, Fares Diab, Ilyes Diroun, Amin Ayoub, Benoît Saint-Denis. Voilà, j'ai pas envie de tous les citer si tu veux, je vais pas faire des jaloux ou quoi, mais Cyril on est Gann une quand poignée même. en vérité. Oui, bien Et puis sûr, c'est non, Manon, mais oui, oui. Cyril Gann, il est à l'avant des projecteurs. Manon Fiorot, elle est aussi à l'UFC comme, je dirais à peu près comme Fares, mais Cyril Gann, il est à l'avant des projecteurs, donc sur ça, aucun problème. Mais voilà, pour te dire, on est vraiment une poignée à performer, je dirais, voilà, une bonne dizaine, et je pense que c'est important de mettre la lumière sur chacun d'entre eux. Mais pour toi, c'est quoi le fait qu'il y ait une faible médiatisation? C'est une question d'organisation, c'est une question d'adversaire, c'est une question peut-être de côté exotique entre guillemets du fait que cette organisation soit peut-être, bah tu vois, le Brave, ce ne sont pas les États-Unis, c'est pas le côté Cage Warriors non plus, peut-être diffuseur aussi. À mon avis, le Brave, je pense que à force de vouloir s'implanter un peu partout, donc comme tu peux le voir, ils ont fait une quarantaine de pays sur les 50 événements qu'ils ont fait. Est-ce que peut-être ils cherchent pas trop à, est-ce qu'ils vont pas trop chercher un peu partout, mais finalement ils sont peut-être, enfin, ils se perdent un peu peut-être à aller un peu partout, tu vois. Je suis pas après, moi je suis pas professionnel dans la communication ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'ils devraient se créer une grosse fanbase déjà, je peux dire, dans un pays, tu vois, pour ensuite, pour vraiment se faire connaître, tu vois. Tu prends l'exemple du KSW, ils sont très connus dans les pays de l'Est, par exemple, parce qu'ils restent uniquement dans les pays de l'Est.
Mais bref, ils bougent un peu partout, ils prennent peut-être des fans un peu partout, mais je pense que ça serait peut-être plus intéressant d'avoir une grosse communauté déjà dans un ou deux pays. Aujourd'hui, on te voit sur les réseaux sociaux du Brave, il commence à te mettre un petit peu en avant, à mettre en avant un peu le trash talking, tu parles anglais. Ça, comment ça se passe pour toi, le fait de te dire, ça y est, bah, pour l'UFC et là maintenant au Brave, il faut que tu te mettes à parler anglais, il faut aussi que tu utilises un petit peu de trash talk en anglais. T'es à l'aise avec ça? Bon, écoute, le trash talk, ça me dérange pas du tout. Je pense que ça fait partie du combat, ça fait partie de la promotion du combat. Donc moi, c'est une chose, j'adhère totalement en fait à ce système-là. En fait, Tu l'as intégré depuis le c'est pas que début, j'aime. ça? Alors pas depuis le début, non. C'est vrai qu'au départ, je parlais pas beaucoup, etc. Tu vois, et en fait, je me suis rendu compte que bah écoute, Amine, tu parles pas, tu vas servir à quoi à l'organisation? Tu vois, c'est pas. Après, attention, je manque jamais de respect aux combattants ou quoi, tu vois, mais il faut créer un engouement autour de ce combat, c'est super important. Il y a pas, on n'a pas d'autre choix en fait. On est employé de l'organisation, donc mine de rien, tu leur dois un peu quelque chose en vendant ce combat en fait. Tu vois, eux ils investissent de leur argent pour que derrière tu leur apportes. C'est comme ça que ça marche, donc c'est ce qu'on doit faire. Eh bah, et ce moment-là, t'as pris conscience de ça à quel moment exactement? C'est, je sais pas moi, la Alors, promotion d'un combat ou... ouais. Attends, je vais essayer de retrouver vraiment la. Bah écoute, c'est, je pense, la fois où j'ai combattu Imre Kulbi en Suisse. Donc c'était un Suisse, je crois. Et puis lui, il aimait bien un peu de jouer de ça, en fait, pour un peu intimider ses adversaires. Chose qui marchait pas du tout sur moi. Et je me suis pris au jeu, en fait. Et puis finalement, j'ai vraiment aimé cette partie-là du combat, tu vois. Et ensuite, ça a commencé avec certains d'autres adversaires, etc., etc. Et puis, mais après, c'est jamais moi qui cherche vraiment la première petite bête, on va dire, sur les réseaux, tu vois. Mais ils le cherchent et ensuite, voilà, on fait notre petit jeu. Je les bats aussi pour la plupart, tu vois. Donc, ils peuvent continuer à parler, mais en tout cas, je fais le taf derrière, tu vois. Le combat qui arrive ce week-end dans les prochains jours, pour toi c'est un combat comme un autre, ou là il y a vraiment quelque chose de supérieur pour toi pour te dire ça va me permettre d'asseoir ma domination, et là le fait de poinçonner complètement ce statut de champion du Brave. Bah écoute, comme tu le dis, il est super important déjà pour asseoir ma domination sur cette catégorie des 70 kilos du Brave. Cette ceinture, comme on l'a dit, c'est une malédiction. Il n'y a aucun champion qui a réussi à la défendre. Chaque personne qui l'a pris l'a perdu sur sa première défense. Donc on va prouver que non, cette malédiction ne va pas exister avec moi. Et voilà, c'est une étape en plus dans ma carrière. Je serai sur ma neuvième victoire consécutive. Donc voilà, je me vois pas casser ma série de victoires, surtout sur cette personne qui parle énormément sur les réseaux, qui m'en veut, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, il cherche à m'intimider via les réseaux. Le précédent combat que t'avais fait, c'était en catchweight, j'avais pas du tout suivi un peu les tractations, pourquoi ça a pas été une défense de ceinture, une première défense de ceinture tout simplement? Eh ben écoute, le 1er avril, je devais affronter donc Ahmed Amir, c'est la personne que j'affronte ce week-end. Mhm. Malheureusement, il se blesse 2 semaines avant le combat. Donc le Brave nous met au courant et mon manager Guillaume Pelletier il fait tout en fait pour qu'il y ait quand même un combat qui ait lieu quoi. En fait je m'étais préparé voilà je voulais prouver que j'étais prêt à prendre n'importe qui quoi. Et ils nous ont trouvé Mashrab John Ruziboev donc un Ouzbékistan il était prêt à combattre en fait le 28 mars et du coup il a annulé son combat du 28 mars pour rejoindre le Brave en fait le 1er avril. Donc j'ai eu un remplaçant en dernière minute et il ne pouvait pas par contre faire le poids de 70 kilos. Donc on a conclu d'un catchweight à 74. Et tu te poses la question de pourquoi pas aller en featherweight où ta catégorie c'est vraiment les lightweight. Parce que Non, je... ma catégorie c'est les là. Ok. Parce que je me dis qu'il y a de Franchement la non. place quand même, non? Non? Non, c'est dur. C'est dur. Les cuttings c'est trop dur. Voilà, là, pour tout te dire, je suis à J-4 de la pesée, je suis à 78 kilos, tu vois. Là, t'es le seul à le savoir. Ah Il me ouais. reste 8 kilos à perdre, tu vois. Je suis quand même assez sec, tu vois, et il me reste pas grand-chose sur la peau. Et donc, voilà, il me reste 8 kilos à perdre. Non, en featherweight, c'est trop dur, c'est trop dur. Je pense avoir les os assez lourds, en fait, et descendre à 66 kilos, ça sera pas possible. Et donc aujourd'hui il y a un Humainement, pas nutrition... possible. Oui, bah, là oui. Et en poids de forme, on va dire, hors justement semaine de combat, t'es à combien du coup dans ces cas-là? Toute l'année, je suis à 84. Ah ouais, d'accord.
Moi, ouais, je suis quand même à 84. Lorsque la prépa commence à accélérer et qu'on est en plein dedans, je tourne autour de 81. Donc voilà, ensuite le calcul est facile, quoi. Et donc quand t'arrives dans la cage, t'es environ à 77-78 kilos. Ouais, j'aime pas reprendre trop en vérité. J'ai fait l'erreur des Ok, fois de reprendre des d'accord. kilos, tu vois, pour remonter à 80. Honnêtement, je me sens pas forcément super bien en fait. Les meilleurs combats que j'ai faits, c'était aux alentours de 76, 77 kilos. Et quand tu dis reprendre, c'est là aujourd'hui t'es accompagné par un nutritionniste ou t'es un peu comme Morgan où tu t'es formé toi-même et... Bah, au départ, j'ai fait l'erreur de me former moi-même, mais j'ai fait pas mal d'erreurs, tu vois. Surtout sur les cuttings, surtout c'est les phases de recharge. Les recharges, c'est ce qu'il y a de plus important dans la phase de cutting, en fait. Donc voilà, maintenant, je suis accompagné des meilleurs. Un nutritionniste ici qui m'aide surtout sur la perte de poids. Et j'ai David Beer, Veda, donc de Paris, qu'on connaît assez bien, et qui gère Mhm. très bien toutes les phases de cutting et de récupération, qui m'a géré ce combat-là aussi. Aujourd'hui, les gens qui vont écouter le podcast, il y a ceux qui connaissent un petit peu, qui vont être bon bah 8 kilos ça passe. Certains qui ne connaissent pas le cutting vont se dire le mec est complètement fou. C'est 8 kilos, toi aujourd'hui c'est un peu, on va dire c'est une promenade de santé ou c'est quand même assez compliqué de réussir Non, à ça les reste perdre. compliqué. Non, Mhm. on va pas se mentir. Honnêtement, ça reste compliqué quand même, tu vois. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens me posent la question, mais pourquoi tu tournes pas à 70 kilos toute l'année? C'est parce que c'est pas possible. Ah oui. Ou pourquoi tu montes pas dans la catégorie au-dessus? Bah, parce que si je monte dans la catégorie au-dessus, l'adversaire qui va arriver fera 10 kilos plus que moi le jour du combat. Tu vois, c'est malheureusement, on est dans une génération où tout le monde utilise les mêmes techniques, donc tout le monde, voilà. Enfin, c'est une discussion assez longue, quoi. Ouais, non, non, c'est clair, mais je veux dire, t'as trouvé, on va dire qu'aujourd'hui pour toi, c'est le poids optimal. Ça reste Ouais, difficile, mais c'est le moment où tu te sens le mieux, ouais. ouais, exactement. Là, t'as sur une grosse, donc on l'a dit, t'es sur une grosse série de victoires. T'arrives là pour la première défense de ceinture, en tout cas on croise les doigts, au Brave. Est-ce qu'il y a des discussions aussi au sein de ton équipe sur une potentielle malédiction? Est-ce que ça joue un petit peu dans ta tête à toi, ça aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, franchement, on va être formel sur ce point-là. Pas du tout. J'ai totalement confiance en mon équipe, totalement confiance en mes capacités. Et voilà. En tout cas, je suis pas trop dans les pensées négatives comme ça. Et comment t'abordes ces combats-là, justement? Parce que t'as l'avantage, enfin, à mon sens, hein, on va dire, d'avoir une carrière où t'as un petit peu tout connu, t'as connu le fait au début de travailler et en même temps de faire des combats professionnels, d'avoir des désillusions aussi. Là, aujourd'hui, tout va bien, donc est-ce que t'approches un petit peu ces Fight Week-là, aujourd'hui, où il y a plus d'enjeux, un petit peu plus relax que d'autres combattants qui peuvent soit ne jamais avoir connu la défaite, ou alors être dans une situation différente? Ben écoute, je pense avoir cet avantage-là, en fait, de pas vraiment stresser, tu vois. Même avant le combat, tu me regardes, tu me dis, Amine, ça va? Je vais te dire, ouais, ça va, super, tu vois. Enfin, j'ai pas réellement de stress. Du moins, je l'ai plus, tu vois. À partir, je pense, de mon 10e combat pro, j'ai commencé à arrêter de stresser. Et en fait, un jour, on m'a dit une chose que j'ai retenue. On m'a dit, tu sais, Amine, personne ne t'oblige à aller dans la cage. Tu vois, tu peux rentrer chez toi, aller manger un burger si tu veux. Enfin, aujourd'hui, tu vas rentrer dans la cage, là, dans 10 minutes, c'est ton choix, tu vois. Personne ne t'a obligé, personne ne t'a forcé. Et quand j'ai pris conscience de cette phrase, je me suis dit, ah ouais, il a raison, en fait. Enfin, pourquoi stresser? Enfin, je suis pas obligé de m'infliger tout ça, en fait. Je le fais parce que j'aime le faire. Oh là là. Que de belles paroles. Jusqu'à maintenant, tu dirais que la plus belle victoire de ta carrière, c'est celle du titre, justement, contre Silva, ou alors une autre, parce que c'est vrai que celle-là, honnêtement, j'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, il y avait une vraie grosse résonance, quand même. Il y en a deux, je dirais qu'il y en a deux. Donc, forcément, celle contre Clayton Silva, le Brésilien, lorsque j'ai pris cette ceinture. Pourquoi? Déjà parce que je l'ai mis KO. Je suis pas connu pour mettre forcément trop de KO, tu vois. C'était uniquement mon deuxième KO en carrière. Et second, bah, parce que déjà, on a été au quatrième round, tu vois. Les championship rounds, je trouve que c'est super intéressant. Ça te permet le dépassement de soi-même. Tu passes 3 rounds, ça y est, tu vois que tu rentres dans une autre dimension, en fait, tu vois. À quel Donc, ce niveau? combat-là, super. Attends, à Ouais. quel niveau? C'est-à-dire, quand tu dis, tu passes tentes dans une autre dimension, c'est à quel niveau? Eh ben, écoute, il y a les combattants qui combattent sur 3 rounds, et il y a ceux qui combattent sur 5 rounds, tu vois. Quand tu rentres dans le 5 rounds, bah, tu sais que dans un combat de championnat, pour le titre du Brave en plus, et sur le dépassement de soi-même, tu n'as pas fait ta prépa sur 3 rounds, tu as fait ta prépa sur 5 rounds.
Et c'est là le moment de vérité, en fait. Est-ce que je me suis vraiment bien préparé ou pas? 3 rounds, on sait que c'est dur, mais 5 rounds, alors, c'est encore pire. Hmm, ok. Et pour le second combat, c'était contre Imran Kadiev à l'European Beatdown en Belgique. Un combat totalement, une guerre totale, super adversaire, super mentalité. Et c'est pareil, ce jour-là, j'étais totalement dans le dépassement de soi-même, en fait. Et on avait fait une guerre debout, surtout en striking. Et pour toi, ces guerres, que ce soit en combat ou en striking, c'est des... Enfin, en striking, ou en sparring, c'est des choses que t'apprécies, ou tu te dis, bon, c'est bien sur le moment, mais faut pas t'en refaire non plus. Non, moi j'aime trop les guerres. Mais oui, Moi j'aime trop les guerres. Comme tu as pu voir sur mon Instagram, sûrement, c'est tu pour sais, les ça, guerres oui. avec Morgan. Non, moi j'aime trop les guerres. Moi je vis pour la guerre, tu vois. C'est ce que j'aime. Je déteste les combats ennuyeux, tu vois. Les combats où tu t'amènes au sol pour rester 5 minutes en top control. Ouah, non, c'est pas mon truc. Et mais ces combats-là, on va dire, on parlait bien évidemment des guerres en combat professionnel, mais aussi en sparring. Donc, comment tu gères justement ça? Le fait de te dire, par exemple, je sais que c'est, je pense que je vais pas lâcher une bombe en disant ça, mais il y a pas mal de partenaires d'entraînement de Mansour Barnaoui qui me disent que lui aussi apprécie énormément ça, mais au fil de sa carrière, tu vois, il s'est un petit peu assagi. Toi, est-ce que t'es dans cette phase-là aussi, ou même si t'adores ça, tu sais que faut pas y aller trop souvent non plus? Ouais, moi aussi j'ai pris conscience. Ça y est, j'ai pris conscience. Il y a un moment Je en pense que particulier qui t'a fait prendre conscience, ou pas? ouais, mes blessures aux mains, je crois. Je D'accord. pense mes blessures aux mains, tu vois. Moi, faut savoir que mes deux mains sont blessées. J'ai les métacarpes ici qui sont super endommagés. Les cartilages sont endommagés à vie, en fait. J'ai Wow. besoin de faire des infiltrations tous les 3 mois. Ça, il y a peu de personnes qui le savent, tu vois. Mais voilà, je pense que j'ai pris conscience et je me suis dit, OK, faut que j'arrête de taper à chaque fois. Enfin, tu sais, moi, j'aimais bien. En fait, je vais te dire une chose, mais genre, il y a 2 ans, je voulais faire du sparring tous les jours. Mon coach, il me disait, mais arrête, 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 t'aimes trop. Je lui dis, mais j'aime trop ça, j'aime trop faire du sparring, tu vois. Et ensuite, j'ai pris conscience que finalement, c'est super mauvais et qu'il faut se limiter à 2 séances de sparring par semaine, tu vois. Mais ça, tu prends conscience avec le temps, en fait, tu vois. Complètement. Et tu dirais que là aussi, donc le sparring, bien évidemment, il y a ce côté, t'as un petit peu blessé tes mains, mais parce que t'aimes donner des coups, tu prends aussi des coups. Tu dirais aujourd'hui que t'as un très bon menton. Bah ça, c'est une bonne question, hein. Franchement, pour avoir pris un coup dur lors de mon dernier combat, voilà, je prends un crochet pointe du menton, je me vois tomber, en fait, parce que mon corps tape un peu le sol de la cage, enfin, je me réveille automatiquement et je reprends mes esprits, tu vois. Donc, est-ce que c'est un bon menton? Est-ce que c'est un menton fragile? Je pense que je me mettrais plutôt dans la catégorie des bons mentons, quoi. Tant qu'on m'a pas éteint la lumière pour de bon, je garderai cette idée en tête. Et pour finir sur une de tes stories aussi, t'avais expliqué qu'après ce combat-là, tu te voyais bien aller dans une autre équipe, l'équipe de Bahreïn, mais j'ai pas exactement suivi ce qui se passait. Je sais juste qu'ils ont créé une team qui était auparavant, il y avait, je crois, John Calavana qui était aussi dans les partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr. Alors, pour te raconter un peu toute l'histoire, en fait, le Brave, ils ont une équipe à eux qui s'appelle le KHK, tu vois. Ils sont situés sur Bahreïn et en fait, si tu veux, c'est là qu'ils recrutent le top des combattants pour rejoindre leur équipe et combattre sous leur bannière, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, il faut savoir que le créateur du Brave, c'est un des princes du Bahreïn, parce qu'ils sont plusieurs frères. Et en gros, il a créé cette équipe pour pouvoir recruter les meilleurs. Donc, forcément, moi, en tant que champion du Brave, je me vois bien positionné en rejoignant leur équipe. Donc, pourquoi maintenant? Je pense que la qualité de vie sera supérieure à celle que j'ai maintenant. Et c'est une expérience de vivre que j'ai envie de faire, en fait. J'ai 25 ans. Pour te raconter tout, j'ai fait 26 pays dans ma vie. Je suis un voyageur, en fait. J'aime trop. J'aime trop voir tout, les différentes traditions, les cultures, tout ce qu'on peut voir dans la vie. J'aime bien. Enfin, je m'intéresse à pas mal de choses, en fait, quoi. Et prendre ma famille et aller vivre une expérience, ne serait-ce même que 6 mois, tu vois, bah, ce serait une expérience que j'aimerais faire. Et idem quand tu iras aux États-Unis, c'est à chaque fois tu iras avec toute ta famille aussi. Ouais, ouais. Bah, après, ça dépend. Aux États-Unis, si je pars. Ah, attends. Oh, on l'a perdu. Voilà, c'est bon. Non, je suis là. Ah, on a essayé de m'appeler. Euh... Oh, ils abusent les gens.
Voilà. Tac, normalement, normalement, il va pas réessayer. Non, mais bah, ça dépend après aux États-Unis si je pars sur une expérience enfin, je sais pas, de 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que financièrement c'est faisable déjà de ramener toute sa famille? Et, enfin, comment ça? Tout va dépendre de tout, on va dire. Mais si je pars sur une longue durée, ouais, bien sûr, je prends ma famille avec moi. Ils me supportent au quotidien, donc je me dois de les amener, quoi. Et bah voilà, bah formidable en tout cas, merci beaucoup Amine pour ton temps, merci pour l'interview et puis bon courage pour cette première défense de ceinture du Brave. Yes, ça va le faire. I'm fucking coming for you!